Dans notre corps, il y a deux types de cellules. Les cellules somatiques, qui ont 2n égale à 46 chromosomes et qui sont donc diploïdes. Elles possèdent un exemplaire de chaque chromosome de la mère, soit n égale à 23 chromosomes, et un exemplaire de chaque chromosome du père, soit n égale à 23 chromosomes. Si nous transmettons à nos enfants le patrimoine génétique de ces cellules, ils auraient 2n chromosomes de la mère plus 2n chromosomes du père, soit 4n, puis 8n à la génération suivante, ce qui est impossible. C'est la raison pour laquelle nous possédons un deuxième type de cellules, les cellules germinales ou gamètes ou cellules sexuelles, qui sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles possèdent n chromosomes, soit un seul exemplaire des 23 chromosomes humains, 23 chromosomes maternels dans l'ovule et 23 chromosomes paternels dans le spermatozoïde. Ainsi, le nombre de chromosomes de l'œuf humain est 2n égale à 46 chromosomes, ce qui est normal. La question qui se pose maintenant, c'est quel est le mécanisme qui permet à partir de cellules diploïdes d'obtenir des cellules haploïdes ou gamètes. C'est la méiose, qui se définit comme étant un processus de division cellulaire qui se produit au niveau des organes reproducteurs et qui permet de réduire de moitié le contenu génétique d'une cellule de 2n à une cellule de n, de brasser l'information génétique, c'est-à-dire créer des recombinaisons et des répartitions au hasard des chromosomes, et de transmettre l'information génétique à la génération suivante. Elle s'effectue au cours de deux divisions cellulaires successives, précédées bien sûr d'un dédoublement de la quantité d'ADN. La méiose 1 ou division réductionnelle qui aboutit à la formation de deux cellules filles dont le nombre chromosomique est réduit en n par rapport à la cellule mère à 2n. Et la méiose 2 ou division équationnelle qui est identique à une mitose. La première phase de la méiose 1 est la prophase. Elle est subdivisée en 5 stades qu'on va détailler par la suite. Et elle est caractérisée par la compaction et l'individualisation des chromosomes et par la possibilité de brassage intrachromosomique. Pour cet exemple de cellule qui va nous servir pour expliquer, le nombre de chromosomes est 2n égale à 6, ce qui dit 3 paires de chromosomes homologues. Pour chaque paire de chromosomes homologues, l'un est d'origine paternelle et l'autre d'origine maternelle. Les 5 stades de la prophase sont comme suit. Le stade leptothène, c'est le stade où les filaments chromosomiques sont fins, allongés et individualisés. Le stade zygothène, c'est le stade d'appariement des chromosomes homologues, c'est-à-dire le synapsis, et début de formation du complexe synaptonémal. Le stade pachythène, le synapsis est complet, les chromosomes deviennent plus courts et plus épais, que l'on appelle bivalents ou tétrades, et à ce stade-là, il y a possibilité de recombinaison entre chromosomes homologues, c'est-à-dire des crocines ovaires, grâce à l'apparition de nodules de recombinaison. Le stade diplothène, c'est le stade où les chromosomes homologues s'éloignent l'un de l'autre, sauf au niveau des chiasmas, c'est-à-dire au niveau des entrecroisements des deux chromatides homologues. Le stade diacinèse, c'est le stade où les deux chromosomes vont se condenser au maximum et toujours reliés entre eux par les chiasmas. La deuxième phase de la méiose 1 est la métaphase. C'est la phase où les complexes centriolaires vont se déplacer vers les deux pôles opposés. Les chromosomes homologues encore assemblés en bivalents se rassemblent sur la plaque équatoriale et s'orientent de façon que les kinétochores soient dirigés l'un vers un pôle du fuseau, le deuxième vers l'autre pôle. Généralement, il existe 2 kinétochores par centromère, mais lors de la première division de méiose, les 2 kinétochores des chromosomes fusionnent. Cela va permettre non pas la séparation des chromatides, mais celle des chromosomes homologues. La troisième phase de la méiose 1, c'est l'anaphase. C'est la phase de séparation des chromosomes entiers, différemment de la mitose où la séparation concerne les chromatides sœurs. Et qui dit séparation des chromosomes, dit rupture des chiasmas. Les chromosomes homologues sont tirés chacun vers un pôle différent par les microtubules. Ceci se fait au hasard, d'où la possibilité d'avoir un brassage interchromosomique. La dernière phase de la méiose 1 est la télophase.
C'est la phase marquée par la reconstitution de la membrane nucléaire autour des chromosomes réunis à chaque pôle, formant deux noyaux haploïdes. La division en deux cellules filles est réalisée par cytodiérèse. C'est la séparation du cytoplasme. La première phase de la méiose 2 est la prophase. Elle est presque identique à la prophase 1, mais les chromosomes sont déjà sous forme condensée, donc il n'y a pas cette mise en place que l'on avait en prophase 1. La deuxième phase de la méiose 2 est la métaphase. Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale par leur centromère, leur condensation est maximale. Durant cette phase, les centrosomes migrent au pôle opposé de la cellule et les microtubules se fixent au kinétochore. La troisième phase de la méiose 2 est l'anaphase. C'est la phase de disjonction des chromatides d'un même chromosome et migration des chromosomes maintenant à une chromatide vers les pôles opposés de la cellule. La dernière phase de la méiose 2 est la télophase, au cours de laquelle il y a reformation des enveloppes nucléaires à chacun des pôles à mesure que les sillons de division progressent. Le tout se termine avec 4 cellules filles, avec chacune un nombre haploïde de chromosomes.